Bonjour à tous. Hier soir, le président Donald Trump s'est adressé aux Américains en tentant de reprendre la main sur le récit de la guerre. Il a assuré, je cite, « Le conflit contre l'Iran est very complete, pretty much », en affirmant que Washington était déjà très en avance sur son calendrier initial de 4 à 5 semaines. Dans le même mouvement, il a aussi laissé entendre que la guerre pouvait se terminer pretty quickly, traduisez pour bientôt. Autrement dit, et c'est là où il est important de s'arrêter, c'est surtout un discours de maîtrise, presque de clôture, au moment même où les marchés, eux, ont clôturé dans le rouge hier et continuent de regarder ce détroit d'Ormuz où ne transite plus presque 1/5 des flux mondiaux de pétrole et de gaz. C'est cela le vrai baromètre de cette guerre, surtout que Washington évoque l'escorte de tankers dans le détroit, si nécessaire. Cela dit beaucoup de la nature du moment. En tout cas, on n'est plus seulement dans cette guerre de frappe, on est dans une guerre dont l'épicentre est économique. La perturbation du Golfe a déjà provoqué la plus forte flambée du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. À noter, cela dit, qu'une partie du mouvement haussier d'hier s'est corrigée aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la suite? En clair, le marché veut croire à une guerre courte, mais continue de pricer un risque long. La vraie question, c'est de savoir si la parole politique américaine est en train de refermer la séquence marquée, il faut le rappeler aussi, par l'arrivée au pouvoir du fils Khamenei, ou si Trump essaie tout simplement de rassurer avant une crise énergétique plus durable. Alors pour un pays importateur comme le Maroc, à quoi faut-il s'attendre? Réponse aujourd'hui avec mes invités pour faire le point sur la guerre en Iran. D'abord en plateau avec moi, j'ai le plaisir de l'accueillir, toujours une joie de l'accueillir. Il s'agit de la professeure en sciences politiques et histoire en sciences politiques, professeure Boutaina Ben Salem. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous depuis Washington l'analyste politique Calvin Dark. Bonjour Calvin. Bonjour, labas. Labas, alhamdoulilah. Untoum labas, Washington. Comment ça se passe? Beaucoup de problèmes, c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui dans cette émission, parce que cette guerre, bien sûr, arrive avec son lot de problèmes et je pense que personne n'est épargné, que ce soit aux États-Unis, au Middle East, au Moyen-Orient, mais aussi chez nous, au Maroc, et d'ailleurs on va en parler. On parle d'une hausse des prix à la pompe, on parle aussi de risques de pénurie. Bref, on fait le point avec l'expert en marché énergétique, Albi Wasrine, expert international et DG de South Petroleum Company. Bonjour Albi Wasrine, merci de nous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Khadija et merci pour l'invitation. Alors, peut-être commencerons-nous avec le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Il s'agit de l'or noir, du pétrole. Hier, donc, le président américain a tenté de calmer les marchés financiers. L'Arbi Wasrine, on l'a vu, le baril a repris le chemin de la baisse après cette hausse impressionnante, il faut le dire, hier. Avant de parler de la réaction des marchés à la parole du président américain, parlons de ce qui a déclenché tout cela. Au-delà du détroit d'Ormuz, ce sont ces complexes pétroliers et gaziers qui ont été frappés. Comment cela a changé plutôt la stratégie dans ce conflit? Oui, Khadija, comme vous l'avez dit, hier, effectivement, on a eu un saut spectaculaire des prix de l'or noir qui ont pris en une seule journée à peu près 30% de leur valeur. C'est depuis que les enregistrements, ou du moins les informations financières et pétrolières existent, c'est c'est la seule fois dans l'histoire où l'or noir prend d'un seul coup sur une journée 30%. Donc c'était important. Les raisons de cela sont multiples. Tout d'abord, le premier élément, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur le marché de l'or noir, le pétrole en particulier. La guerre que mènent les États-Unis et Israël sur l'Iran, hier on était au 10e jour et aujourd'hui au 11e jour. Et puis, les analystes n'avaient pas en perspective une lueur d'espoir sur la durée de la guerre. On n'avait aucune information parce que jusqu'à présent, toutes les déclarations de M. Trump étaient des déclarations vagues, donc on ne savait pas à quoi s'en tenir. Donc, à mon avis, le problème, c'est l'incertitude sur la durée
et la portée de cette guerre. Deuxième élément important, c'est que cette guerre concerne une région qui contribue sur le marché mondial à alentours de 20% de la production mondiale. La production mondiale aujourd'hui de pétrole est estimée aux alentours de 103 millions de barils jour. Et cette région contribue aux alentours de 20 millions de barils jour. Donc c'est important. Et comme j'ai dit, ça fait 10 jours. Donc si on cumule les pertes de production et de l'approvisionnement sur le marché mondial, ça nous fait aux alentours de 200 millions de barils qui ont manqué à l'appel. C'est vrai, dans un marché qui était jusqu'à présent assez bien alimenté. Il n'y avait pas de risque particulier sur l'alimentation du marché mondial, mais ça commençait à peser parce que 200 millions, il fallait les trouver quelque part. Et puis, troisième facteur important, c'est que cette guerre, il commençait à se propager dans d'autres régions, dans d'autres pays à côté. C'est ça, et c'est pour ça que je dis, le tournant finalement aussi à noter, c'est quand les Iraniens ont commencé à cibler les complexes, soient-ils pétroliers pour le cas du Koweït, en Arabie Saoudite aussi, ou gaziers, menant même à l'arrêt ou à déclarer ce cas de force majeure pour la production de gaz au Qatar, pareil pour le Koweït, ainsi que certaines installations aussi qui ont été ciblées à Abu Dhabi et aussi au Bahreïn. Bref, qu'est-ce que cela a changé dans la nature de cette guerre et aussi dans ce levier qu'utilise, il faut le dire, Téhéran contre les États-Unis dans cette guerre hybride entre les États-Unis et Israël, bien évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Le premier qui a été affecté, c'était le Qatar, qui avait annoncé effectivement déjà mercredi, jeudi dernier, en cas de force majeure, après avoir été frappé par un obus iranien sur une de ses plus importantes installations de gaz naturel. Donc, voilà déjà pour le marché de GNL, qui se trouve également privé de 20% de la contribution. Il faut dire que le Qatar, c'est le deuxième pays exportateur, producteur de gaz naturel liquéfié. Donc, voilà déjà un facteur sur le marché mondial de gaz naturel liquéfié. Et puis, le phénomène s'est propagé après, vers le Koweït également, qui a annoncé après le cas de force majeure et l'arrêt de ses unités. Après, le Bahreïn également qui a annoncé. Et puis, les trois autres pays de la région, en l'occurrence les Émirats, l'Irak et l'Arabie Saoudite, et les Émirats arabes unis, ont baissé à peu près le tiers de leur production. Parce qu'il faut bien savoir que l'industrie du pétrole, c'est une industrie qui est basée sur des flux. Et chaque fois qu'il y a un arrêt de ces flux, que ce soit de l'exportation ou de l'export ou du chargement des cargaisons, quelque part, ça bloque le système et la chaîne. Et ces pays n'ont pas une capacité de stockage infinie de brut. Donc, chaque fois que le brut est produit, il faut qu'il soit exporté pour laisser du vide à une nouvelle production. Donc, le fait que le détroit d'Ormuz est bloqué, il y a arrêt total des livraisons via ce détroit. Donc, les installations étaient complètement full de produits, donc ils ne pouvaient plus produire. Donc, c'est à partir de cela que ces pays ont déclaré l'arrêt de leurs installations. Oui. Mais si ces installations... Ça a affolé les marchés. Mais si, par exemple, on prend ces installations comme Ras Laffan, Fujairah, Ras Tanoura, s'ils restent perturbés pendant plusieurs semaines, à quel moment ce choc devient global pour l'économie mondiale? Est-ce que c'est juste une réaction des marchés qui peuvent être un peu frileux, qui ont quand même réussi à garder leur calme? Il faut le rappeler, pendant une semaine depuis le déclenchement de cette guerre, la réaction sur les marchés, notamment pétroliers, a été plutôt contenue. Cela dit, si on voit que ce n'est pas simplement le transport dont il s'agit ici, il s'agit de production qui est à l'arrêt. Tout à fait. Et là, les estimations qu'on a aujourd'hui de l'Agence internationale de l'énergie disent que si ce conflit continue au-delà de 20 jours, les États à travers la planète seront obligés de puiser de leurs stocks stratégiques. Et c'est ça, effectivement, le plus important. Et la fin de la semaine dernière, et pour apaiser le marché également, le groupe du G7 avait annoncé qu'il allait coordonner une prise
de leur stock stratégique à hauteur de 400 millions de barils jour. Si on fait le calcul, 400 millions de barils jour, ça équivaut à 20 jours d'arrêt de production du Golfe. Donc c'est les estimations qui étaient données par avant sur l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est 20 jours. Donc si cette guerre continue effectivement au-delà de 20 jours, ça va être très critique et à mon avis, on aurait des hausses beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on a vu hier sur le marché pétrolier. Donc et d'ailleurs, M. Trump hier l'a dit que ça allait être une guerre courte. Maintenant, tout dépend de qu'est-ce qu'il veut dire par une guerre courte. Et puis qu'il annonce également qu'a priori, ces objectifs ont été atteints. Donc hier, ça a laissé l'espoir effectivement d'un dénouement rapide de la crise et puis un retour à la normale. Mais même si Trump aujourd'hui décide d'arrêter la guerre, le retour à la normale pour le marché pétrolier ne sera pas pour demain. L'industrie du pétrole, c'est une industrie complexe et lourde. Par exemple, le Qatar, il estime que même si la guerre s'arrête aujourd'hui, il faudra quelques semaines, sinon quelques mois, pour y aura un retour au normal de sa production de gaz naturel liquéfié. Et idem pour l'industrie de pétrole, pour les autres pays, notamment le Koweït et les Émirats et l'Irak. Donc ça ne va pas être un retour de suite, ça prend du temps. Et malheureusement, tant que ce retour normal à 100% n'est pas fait, les marchés vont être encore perturbés et cette hausse spectaculaire qu'on a vue hier risque de se reproduire encore dans les jours à venir si effectivement on n'a pas eu lueur d'espoir pour un arrêt définitif et un commerce qui va être libre sur le détroit d'Ormuz pour permettre aux cargaisons déjà chargées, parce qu'il faut dire aujourd'hui, on a beaucoup de cargaisons chargées des deux côtés du détroit qui sont bloquées. Oui. Des deux côtés d'ailleurs, soit le côté entrée ou le côté sortie du détroit. Donc, des deux côtés, effectivement, les cargaisons sont bloquées. Il y a des bateaux qui sont vides, qui attendent chargement, qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque, effectivement, de prendre le détroit. Donc voilà, le système est bloqué. Et encore, il faut dire que les cargaisons, en fait, le commerce de cette région est principalement destiné au marché asiatique, notamment la Chine, l'Inde, la Corée, le Japon. Oui, ils avaient fait une exception pour les cargos chinois, que les cargos battant pavillon chinois pouvaient passer par le détroit, parce que la Chine reste quand même un des alliés des seuls alliés de l'Iran, hein, il faut aussi le rappeler. C'est très limité, Khadija. C'est très limité. Ça ne résout pas la problématique globale qui est que Hormuz est de fait fermé. C'est ça le constat aujourd'hui. Comme c'est Trump dit qu'il va faire des escortes, moi je vois mal comment il va escorter tous les bateaux qui traversent. Il se fait d'un petit donateur ou d'un engin explosif effectivement, ou d'un submersible qui va exploser, et puis le système va être bloqué de nouveau. Donc à mon avis, dans la pratique, c'est pas faisable du tout à mon avis. Alors, dans la pratique, ce n'est pas faisable, mais en tout cas, le président américain s'est voulu très rassurant hier, professeur Ben Salem. Mais avant de parler de ce discours que je vais évoquer avec mon ami Calvin Dark, parlons de la réaction des gardiens de la Révolution. C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. C'est leur réaction aujourd'hui. De ces gardiens de la Révolution. Il y a un fait majeur quand même, c'est que le leadership a changé entre-temps. Comment cela peut aussi affecter de la longueur de cette guerre? Oui, effectivement. Au fait, la nomination de Mojtaba Khamenei comme Ayatollah a été le grand événement, au fait, parce que on sait qu'il a été blessé, on ne sait pas à quel degré, on sait qu'il y avait une grande opposition contre sa nomination de la part des réformistes. Et, ça, c'était avant l'assassinat de son père. Ça, c'était avant l'assassinat, mais même après, c'est-à-dire quand il y a eu les discussions, il y a eu quand même des discussions, ça s'est tenu plusieurs fois de la part des experts, parce qu'il y a trois courants à peu près. Il y a un courant qui est réformateur et qui ne voulait pas au fait de cette nomination, mais la guerre les a mis dans une position où ils ne peuvent pas. Ce que vous dites, c'est que si le courant réformateur était contre, ça veut dire que lui, il est un peu plus extrême que son défunt père. Alors tout dépend de ce que vous voulez dire par extrême, parce que conservateur.
conservateur, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il a une formation une formation religieuse. Et d'ailleurs, il a enseigné à Qom aussi. Mais si c'est sur des questions sociales, par exemple, comme le voile des femmes, non, il ne l'est pas. Il n'est pas comme son père, il est plus ouvert un peu que son père. Par contre, si c'est sur des questions sécuritaires, oui, là, il a une approche très hard sur tout ce qui est sécuritaire. D'ailleurs, il est très proche des gardiens de la Révolution et des Bassiges, parce qu'il a fait la guerre aussi d'Irak, et c'est là-bas où il a noué ses réseaux. Et il est accusé, au fait, par ses opposants d'avoir participé un petit peu, d'avoir eu un rôle dans la répression de certaines manifestations. Mais c'est quelqu'un qui a vécu longtemps avec son père, qui était dans le bureau de son père. Les Iraniens ne le connaissent pas très bien parce qu'il est toujours resté dans les couloirs. C'est quelqu'un vraiment d'insaisissable. Hein. Il ne parle pas beaucoup, il ne passe pas à la télé, mais il est là, il est dans les couloirs, il a beaucoup de pouvoir, il a un très grand réseau, très très bon réseau. Et c'est quelqu'un qui a accompagné son père pendant sa carrière, avant quand il était président, après quand il est devenu ayatollah. Et donc c'est un peu la continuité de son père. Et c'est aussi, alors j'ai vu beaucoup d'observateurs dire, bon, c'est un signe peut-être de faiblesse, parce qu'il y avait ce principe, on en avait déjà parlé dans ce plateau même, du fait qu'on voulait écarter sa candidature parce qu'il y a le principe d'hérédité, et puis ils étaient contre. C'est ça, justement. Voilà. Et vient cette attaque contre le Khamenei père, qui a finalement accéléré l'accession au pouvoir de son fils. Elle lui a permis un passage facile, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, ça a eu des résultats contraires. Les réformateurs ne peuvent plus aller contre le courant parce qu'il y a quand même la garde les gardiens de la Révolution qui sont très puissants, ils sont très proches de lui, et de ce fait-là, il s'est retrouvé avec une certaine légitimité aussi. Son père a été assassiné, sa mère, sa femme, son enfant. Donc il y a vraiment... alors la légitimité, c'est le fils de l'ayatollah qui l'a accompagné. La légitimité, il a donné aussi, il a sacrifié pour cette guerre-là, mais c'est aussi quelque chose de rassurant pour les Iraniens parce que ça leur permet aussi de resserrer les rangs et d'être derrière le fils de Khamenei. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'être derrière le fils, c'est parce que l'un des objectifs annoncés de cette guerre contre l'Iran, c'était le changement de régime. Alors qu'en fait, on a éliminé un Khamenei pour se retrouver avec un autre Khamenei aux commandes. Eh bien, je pense que les États-Unis n'avaient pas bien préparé ces attaques et ne connaissent pas bien le système iranien, ils ne connaissent pas bien les Iraniens eux-mêmes. C'est un système d'institution, c'est-à-dire un ayatollah part, un ayatollah va venir après, c'est tout à fait normal. Ils vont élire quelqu'un. Et on l'a vu, c'est-à-dire une fois qu'il est mort, on a nommé un conseil de transition, on a, malgré les conditions, les experts se sont réunis plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils ont été bien organisés. Et puis il y a Ali Larijani qui a repris le contrôle des choses et qui était très proche de l'ayatollah, et c'est vraiment l'homme de confiance. Hein. L'ayatollah avait même demandé à ce qu'on lui donne plus de prérogatives qu'il n'en a, tellement il lui fait confiance. Et d'ailleurs, lui-même n'était pas pour cette idée d'héritage. Mais après, ils se sont retrouvés en train de renforcer leur rang et puis de nommer le nouveau ayatollah. Alors, cette nomination coïncide aussi avec un changement de ton, Calvin. On sent que l'administration Trump est en train de changer de ton ou pas vraiment, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de contradictions entre les différentes déclarations, que ce soit du secrétaire d'État ou du président, des États-Unis, voire même de ce ministre de la Défense, Peter Higgs. Oui, et je crois que, premièrement, on sait que Donald Trump, il parle la langue du pétrole. Et Donald Trump, il sait qu'ici aux États-Unis, le seul indicateur économique qui touche
tous les Américains, c'est le prix du pétrole. Pourquoi? Même pour moi, je ne conduis pas ici à Washington, mais je vois les affiches. Et Donald Trump, il comprend que s'il y a une augmentation, il est coupable parce que avant, pendant Obama, pendant Biden, il disait toujours le prix du pétrole, c'est indicateur de succès aux faillites du président. C'est curieux que c'est un cadeau politique pour les démocrates parce que nous avons un phénomène, un réflexe classique qui s'appelle rallying around the flag, c'est-à-dire patriotisme. On ne peut pas critiquer un président ou une administration en guerre parce que ça critique les soldats américains. Alors, je crois que maintenant, parce que le focus, c'est le prix du pétrole, ça donne une carte pour les démocrates de vraiment critiquer Donald Trump. Et je crois un troisième point, les objectifs et le timing. Ça, c'est vraiment une question, surtout dans le Congrès. J'ai parlé avec un ancien collègue, il est du staff au Congrès, et il a dit, on sait que les démocrates vont critiquer le processus, ils ne vont pas vraiment critiquer les résultats parce qu'ils ne vont pas paraître comme contre Iran ou pour Iran. Mais le problème, c'est que Donald Trump, il dit une chose, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, dit une chose, et Marco Rubio dit quelque chose d'autre, et ça change. Même dans le discours de Donald Trump, ça change. Une fois, il dit que c'est complète, c'est fini la guerre, mais il y a encore chose à faire. Et je crois que cette confusion, c'est le focus ici à Washington en ce moment. Est-ce que c'est le focus à Washington? Est-ce que c'est pas aussi vous, en tant qu'expert et observateur, notamment des médias et des techniques de communication, est-ce que ce n'est pas en soi une méthodologie de communication pour brouiller les pistes, puisque nous sommes dans un jargon de guerre? Je crois qu'il y a une grande différence entre Donald Trump et les autres présidents. Même pour les guerres où il n'y a pas beaucoup de soutien, au moins le président, il fait son argument devant le peuple américain, peut-être juste après, et il n'a pas fait ça. Alors ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est, je crois, le focus des médias ici, parce que vraiment aux États-Unis, les Américains, hors de Washington, hors de New York, ils ne veulent pas que les actualités sur la guerre. Par exemple, avant notre programme, je voulais voir sur CNN les grands titres. Le grand titre, c'était qui va en l'été pour l'anniversaire de 250 ans Grand Prix, c'est ça, le course Grand Prix. Et je me suis dit, c'est évident, c'est dans les titres, mais c'est pas forcément le focus comme je crois il faut. Oui, mais il faut peut-être comment l'opinion publique américaine réagit aujourd'hui et aussi le Congrès réagissent à cette intervention du président américain hier. Vous dites que l'opinion publique n'est pas vraiment intéressée par cette guerre, mais ne veut pas non plus, par exemple, une opération terrestre. Ça a été évoqué dans plusieurs médias et par plusieurs sénateurs. On ne veut pas envoyer des soldats américains faire une guerre qui, selon plusieurs, n'est pas la leur. Alors, après cette intervention hier du président américain, déjà, est-ce que vous pensez que c'était une stratégie de désescalade, une tentative aussi de reprendre le contrôle du narratif de cette guerre? Si oui, pour qui? Si vous dites que l'opinion publique n'est pas vraiment intéressée par la guerre en Iran, pourquoi cette sortie hier du président américain? Je crois parce que Donald Trump, il comprend la réaction d'un Américain moyen. C'est, on ne veut pas la guerre, mais s'il n'y a pas des effets ici aux États-Unis,
il y a opposition. Selon les sondages, il y a opposition parce que c'est pas la tendance de l'Américain moyen de vouloir la guerre. Mais s'il n'y a pas des effets directs, c'est un peu de indifference, comme on dit en anglais. Mais le problème, c'est que Donald Trump, il comprend que quand il y a des effets sur la poche, par exemple le prix du pétrole, ça va changer. Ça va pas augmenter l'opposition, mais ça va donner force de l'opposition, surtout dans sélection primaire et en novembre. Et je crois aussi le chiffre qui fait peur à Donald Trump le plus, c'est que c'est presque $1 milliard par jour dans cette aventure. Et c'est vraiment difficile de justifier ça, surtout parce qu'il a gagné en 10 ans. Il allait être le président américain depuis longtemps qui n'a pas commencé une guerre. Et pourquoi? Et c'est pour ça nous voyons les leaders, surtout dans les médias, de MAGA, Donald Trump républicain, ils critiquent la manière de communication, le manque des objectifs, parce que surtout dans ces élections, une guerre en Iran, c'est pas quelque chose de bien pour les États-Unis et surtout pour les républicains. Et pour le président, dans l'histoire américaine, Calvin Dirk, comment ressortent les présidents après une guerre? Est-ce qu'ils se ressortent renforcés ou plutôt affaiblis? Et quel est le cas pour Donald Trump, du coup? C'est le timing. Si c'est possible qu'il y a une fin de la guerre cette semaine ou la semaine prochaine, je crois qu'il va être OK de manière politique. Parce que maintenant, on ne parle plus de Venezuela. Je crois qu'on a oublié le kidnapping du président, le fait que le président ancien de Venezuela, c'était dans une prison de Manhattan, New York. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des effets secondaires directs contre les Américains, et aussi c'était court. Donald Trump, il comprend, même s'il réussit ses objectifs, après un temps, il devient un président qui se concentre sur la guerre, et ça, c'est jamais la stratégie gagnante pour un président, un parti pour les élections. Alors, que révèle justement cette réaction aussi du président américain selon votre lecture dans ce timing de cette sortie hier du président américain? Vous le rappelez, il communique tous les jours. Hein. Mais hier, en fait, tout le monde attendait ce qu'allait dire, voire même les marchés ont réagi avant. Mais que signifie réellement cette communication à ce timing précis, selon vous, en tant que professeur d'histoire en sciences politiques? Professeur Benselm. Bien, plusieurs choses. Là, on a 3 acteurs. On a les États-Unis, on a les Iraniens et on a Israël aussi, qui fait partie de cette guerre-là. On n'en parle presque plus d'Israël. Alors que c'est elle qui a mené vers cette guerre-là, oui, hein, oui. Ça on le sait. Donc il y a les États-Unis. Alors Trump a vu dès le début croyait que ça allait être plus facile, que ça allait être un peu comme le type de... ce qui s'est passé, le même genre d'action au Venezuela, quelques jours, et puis on va tuer le ayatollah, et puis le régime va s'effondrer, et on va être bien accueillis. Non, ça n'a pas été ça du tout. Et d'ailleurs, il a dit que c'était son gendre et aussi le secrétaire d'État à la Défense et un autre de ses conseillers qui lui avait dit non, mais de toute façon, ça allait être court. Donc, ce n'était pas sa faute. Là, il a un peu passé la faute sur les autres. C'était un mauvais conseil, en fait. Très mauvais conseil, au fait, parce que ça a entraîné non pas simplement les États-Unis, Israël et l'Iran, mais c'est aussi les pays de la région, les pays du Golfe. Ça va influencer la géopolitique là-bas, et même ça a impacté l'Asie. On a parlé tout à l'heure, votre invité a parlé du fait que le pétrole ne circule plus. Alors le Pakistan, lui, il a arrêté les études pour 2 semaines, justement, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement. Donc ça a vraiment un impact. Alors, je pense que le président américain sait que si la guerre continue,
s'il y a une guerre lente, ça va vraiment avoir un impact sur les prix, parce qu'il faut voir aussi le comportement des gens. Il va y avoir un comportement spéculatif, il va y avoir un manque de confiance dans le marché, et tout ça fait augmenter les prix, et ça va finir par impacter non pas simplement le prix de l'essence, mais de la nourriture, du transport, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et il ne veut pas aller jusqu'à là-bas, sans oublier qu'au niveau de la défense, il a perdu des radars, il va ramener des missiles d'Asie, des antimissiles d'Asie. Donc il est vraiment en train de fragiliser son front de défense en Asie. Alors donc il veut une guerre qui se termine et il veut surtout la vendre comme une victoire. Il veut dire que j'ai gagné parce que ça va justifier cette action-là qui, à mon sens, est non seulement illégale mais illogique aussi. Alors, au point de vue des Israéliens, ils ont un autre projet, c'est celui de changer la géopolitique de la région. Ils veulent étendre leurs frontières, et pas simplement leurs frontières. Si on écoute les interventions de Netanyahou, c'est quelqu'un qui veut complètement changer les choses. Parce que quand on parle de sécurité, ce n'est pas simplement les frontières, c'est l'eau. Alors, en arrivant en Syrie, ils vont contrôler une partie de l'eau. En prenant une partie du Liban, ils vont contrôler aussi une partie de l'eau. L'eau, ça veut dire la nourriture, ça veut dire des gens, comment ils vont boire. Donc, c'est vraiment un levier très important pour l'avenir. C'est une autre sécurité. Voilà, donc sécurité aussi. Il y a ça. Aux côtés de sécurité militaire. Militaire, et même des points d'approvisionnement, des passages. Donc, il y a tout un projet pour les Israéliens. Alors pour les Iraniens, c'est autre chose. Les Iraniens, pour eux, ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils ont vu les cessez-le-feu en Liban, les cessez-le-feu à Gaza, d'ailleurs, qui sont en train de subir encore. Tous les passages sont fermés. C'est la famine qui va se déclarer et autre chose. Donc, ils ne veulent pas un cessez-le-feu. Ils veulent un accord pour cesser la guerre et des garanties, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre attaque. Qui peut arrêter cette guerre ? Je pense que les pays devraient faire pression sur les États-Unis. Quel pays ? Parce que du coup, c'est soit ils sont pro-iraniens, soit ils sont pro-américains. Et je mets vraiment pro-américains entre guillemets, parce qu'en termes d'alliés, on a vu que les alliances avec les États-Unis ont vacillé par rapport même à la réaction de l'allié historique, qui est la Grande-Bretagne, qui a refusé l'accès à ses bases à l'armée américaine, sous prétexte qu'ils ne veulent pas être partie prenante de cette guerre sur l'Iran. Donc la question est, quel est ce médiateur qui n'est ni de ce côté ni de l'autre et qui pourrait peut-être intervenir pour un cessez-le-feu et une fin de cette guerre ? Je pense que tous les pays devraient intervenir, pas simplement un seul. Les pays du Golfe, parce qu'ils sont les grands perdants aussi dans cette guerre. Mais ils ont des leviers. Leur production de pétrole est un très bon levier. Vous avez... Il y a aussi les assets des Iraniens aux Émirats arabes unis. On en parle très peu, mais il y a une très grande partie des fortunes iraniennes qui sont tradées aux Émirats arabes unis. Oui. C'est là où on se pose la question, comment ils peuvent encore... après, s'ils ne détiennent pas le pouvoir, c'est une autre question en Iran, mais ils attaquent leurs propres... intérêts économiques. C'est une question de survie pour eux. D'ailleurs, fermer le détroit, c'est aussi, ils s'asphyxient aussi. Oui. Donc, pour eux, c'est une question de survie. Et la survie chez eux, ils savent qu'ils n'ont pas la force des États-Unis. Oui. C'est une guerre asymétrique. Oui. C'est une guerre qui peut durer. Alors, si ça dure dans le temps, ça commence à impacter le monde et ils sont toujours là, ils peuvent vendre ça aussi comme une victoire. Et d'ailleurs, s'ils arrivent à avoir la paix entre les États-Unis et les autres pays, je pense que le personnage de Mujtaba serait le meilleur, parce que comme il fait partie des hardliners, des gens qui sont très durs, donc s'ils arrivent à avoir un accord, pour les Iraniens, ça ne sera pas aussi présenté comme une faiblesse, ça sera présenté comme de dures négociations. Là, on est devant deux parties aussi qui cherchent à présenter leur propre version de ce combat-là. Et à le présenter comme une victoire pour la population. Mais vous pensez que cette succession redéfinit cet équilibre entre l'idéologie purement révolutionnaire et la logique que vous évoquiez tout à l'heure de survie du régime ? Est-ce que équilibre il pourrait y avoir avec Khamenei fils, si je peux me permettre Oui,
oui, pourquoi pas. De toute façon, quelle alternative il y avait? Il y avait bien sûr les réformateurs, et les réformateurs ont leurs propres opposants, hein, on leur approchait beaucoup de choses. Il n'y a que l'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, qui lui avait négocié l'accord avec l'accord nucléaire de 2015. Il a été longtemps critiqué en Iran à cause de ça. Oui. Donc il y a d'autres qui sont aussi des conservateurs et qui sont présentés dans la... vous avez les deux personnes qui représentent beaucoup cette partie, mais surtout là, c'est Ali Khomeini, hein, oui. Un autre petit-fils de Khomeini, mis à part Hassan qui lui est plutôt réformateur. Donc, mais même ceux-là ne font pas le poids devant les autres, les hardliners et les gardiens de la révolution. Et je pense aussi que la nomination de ce nouveau ayatollah montre aussi que le pouvoir est aussi dans le clan des gardiens de la révolution. Oui. Donc, surtout maintenant, dans ces conditions-là. Mais parce que c'est eux qui défendent aussi, oui. qui ont même pris un peu peut-être les devants, même sur le côté militaire. Effectivement. Sur cette opération, plus que l'armée. Alors, bien sûr, on est concerné, hein, même si on n'est pas concerné par la guerre directement. Alhamdoulilah, nous sommes loin, mais géographiquement, mais on n'est pas si loin parce que nous faisons partie de cet écosystème mondial des routes maritimes de l'énergie. Nous dépendons beaucoup des importations. Nous avons eu aussi cette sortie de la ministre de la Transition énergétique pour rassurer quant à la disponibilité de la matière première. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pas de rupture d'approvisionnement immédiate selon la ministre. Donc, mais elle insiste sur la volatilité des prix, l'incertitude sur les marchés énergétiques, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais force est de constater qu'on n'a pas réellement de données. Les données publiques restent limitées, la Arbi Wasrin. Les stocks stratégiques réels du Maroc, est-ce qu'on s'approche plus des 30 ou des 90 jours ? Non, on est plutôt au-dessus de 30. On n'atteint même pas 30 pour les stocks. Et malheureusement, ça c'est un point qui a été soulevé à maintes reprises, mais on n'a jamais été capable, pour toutes les personnes qui sont censées faire avancer ce chantier, d'assurer un stock qui avoisine les 60 jours. Je rappelle juste que les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie recommandent d'avoir un stock de 80 stock stratégique. Qu'est-ce qu'un stock stratégique ? C'est-à-dire qu'il est un stock qui est pour usage uniquement en cas de crise, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire en plus du stock commercial qui est commercialisé par les compagnies, par les sociétés pétrolières, chaque État doit disposer d'un stock qui avoisine les 90 jours. Et d'ailleurs, tous les membres de l'OCDE, effectivement, notamment en Europe, pour donner quelques exemples, la France en détient un stock de 100 jours en stock stratégique en plus du stock commercial qui est utilisé tournant, si on veut dire, par les sociétés. L'Espagne dispose de 90 jours. Les États-Unis, eux, disposent d'un stock stratégique en brut aux alentours de 400 millions de barils, ce qui équivaut à 22 jours, mais 22 jours de consommation, bien sûr, en plus de stock des produits raffinés. Donc, un peu partout dans le monde, cette question de stock stratégique ou de stock d'énergie est cruciale pour les États. Ici, malheureusement, on a les stocks stratégiques parce que personne ne veut en parler. Et même le stock commercial qui est censé assurer le minimum pour les transactions commerciales courantes n'atteint même pas le stock requis qui est de 60 jours. Ces 60 jours a fait l'objet de plusieurs recommandations de différentes institutions, mais malheureusement, il faut constater que ce n'est pas respecté encore. On a frôlé la crise il y a quelques semaines, effectivement, avec les conditions climatiques qui étaient défavorables. Quelle est l'alternative ? Donc, le stock... Quelle est l'alternative au détroit d'Ormuz ? L'Arbi Wasrin, juste pour que je formule ma question de manière précise, quelle est la formule de ce que l'on importe et qui risque d'être bloqué au détroit d'Ormuz ? Est-ce qu'on a une alternative d'approvisionnement ? Non, nos importations, nous, sont généralement importées d'Espagne, en grande partie, des États-Unis,
un peu de la Russie, ça il faut dire, et puis très peu de la région du Golfe, un peu de l'Arabie Saoudite, mais c'est très peu. Donc, heureusement pour nous que l'essentiel est plutôt les approvisionnements de l'Europe. Parce qu'il faut dire que la production, comme j'ai expliqué plus tôt, de la région du Golfe, c'est plus pour les marchés asiatiques, vu effectivement la proximité géographique. Mais pour revenir à notre cas ici au Maroc, à mon avis, le point important ici, le point de départ, c'est revenir à 60 jours de stock. Et encore, c'est un stock très minimum de 60 jours. Je viens d'expliquer qu'ailleurs, les États sont obligés d'avoir un stock beaucoup plus important que ça, parce que pour faire face à ce genre de crise, d'ailleurs, pour remonter un peu l'histoire, c'est que la France a imposé un stock stratégique dès 1928. Et ce stock a été augmenté en 1956 lors de la crise du Suez, quand Abdel Nasser avait nationalisé le canal et puis a freiné à un moment le commerce via le canal. Et voilà, donc il a été constitué durant toutes ces années pour permettre effectivement au pays aujourd'hui de disposer d'un stock. Nous ici, on n'arrive même pas à constituer un stock correct de 60 jours de produits courants, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué il y a quelques semaines avec les conditions climatiques au niveau des ports, on a frôlé la catastrophe avec des niveaux qui étaient très bas sur certains produits, avec des stations de service qui étaient presque en rupture de produits. Donc là, il faudra que le ministère qui est en charge du dossier, en l'occurrence le ministère de la Transition énergétique, fasse son travail, effectivement, de coordonner les actions pour ramener le stock qui est censé être 60 jours au minimum de 60 jours. On ne peut pas travailler avec un stock au-delà, en fait, en deçà de 30 jours. Ça, c'est très risqué parce qu'on n'est jamais à l'abri de crise comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il faudrait sur le plan global, sur le plan planétaire, cette crise, effectivement, montre la fragilité de notre système énergétique. On a un système énergétique qui est encore dépendant des énergies fossiles. Quand on voit le mix énergétique mondial aujourd'hui, et ça le constat est, à mon avis, très, très parlant, on est à 30% du stock, du mix énergétique global qui dépend du pétrole, 28% aux alentours du gaz naturel et 25 à 24% du charbon. Donc les énergies fossiles représentent, pour les trois cas, 80%. Les énergies renouvelables, quoique ces dernières années, on voit effectivement un investissement massif dans les énergies renouvelables, mais c'est à peine 15%. Et puis 4% pour l'énergie nucléaire. Donc vous voyez que le schéma mondial qui est aujourd'hui là montre qu'effectivement l'humanité n'a pas encore pu trouver un substitut pour l'énergie fossile, qu'il faut l'admettre. Le pétrole, avec tout ce qu'on est en train de pomper, avec tout ce qu'on est en train d'utiliser par jour, on parle de 100 millions de barils jour, le gaz à peu près des quantités aussi importantes, on n'a pas encore trouvé une source d'énergie qui soit, abondante, qui est à la portée en termes économiquement intéressante sur le plan économique. Donc cette fragilité, malheureusement, ne peut pas être réglée de suite. Il nous faudra d'investir dans le temps pour pouvoir assurer une transition énergétique qui soit correcte, pour passer de la configuration actuelle aujourd'hui vers une configuration plus dans laquelle les énergies renouvelables trouvent pleinement leur position. Mais c'est encore loin, à mon avis, c'est dans les moyens à long terme, c'est pas dans le court terme. Ouais, dans le court terme, il faut gérer. Voilà, dans le court terme, il faut gérer une inflation, il faut gérer une hausse des prix. D'ailleurs, ce n'a pas été écarté par la ministre. Elle prévient qu'il y aura une volatilité des prix. On la voit déjà, et ne serait-ce que en regardant l'évolution entre hier et aujourd'hui du baril qui est passé de $120, qui est redescendu à 87 aujourd'hui, en tout cas en dessous de 90 $. Bref, moi, ma question, c'est au prochain changement de prix à la pompe, qui est, corrigez-moi si je me trompe, autour du 15 du mois, n'est-ce pas, Sila Albi Wasrine ? Tout à fait. Donc, il faudra s'attendre. Oui, tout à fait. Voilà. Le plein coûtera plus cher à partir du 15 au Maroc, vous confirmez ? À partir du 16, avec. Oui. Je vous explique le mécanisme aujourd'hui de changement de prix, comme il est fait. Il est fait 2 fois par mois, à hauteur de 15 jours, par quinzaine. Par quinzaine. On calcule la moyenne des cotations à l'international du 29 du mois passé jusqu'à 13 du mois suivant.
ça nous donne 15 jours. Et puis pour la deuxième quinzaine, du 14 au 28. Donc ça nous fait 2 quinzaines, décalées d'une journée sur 15 et le 1 pour permettre de faire des calculs et l'ajustement de prix. Donc le prochain changement, c'est le 16. Et d'après, parce qu'on est le 10, donc on est le 11 du mois, donc il reste encore 12 journées de cotation pour avoir la moyenne sur 15 jours. Mais les données qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut s'attendre à une augmentation aux alentours de 2 dirhams. Ça, sur le plan calcul, c'est-à-dire sur le plan simple formule de calcul, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est aujourd'hui le prix, par exemple, du diesel aux alentours de 10,80, on va être aux alentours de 12 dirhams 80. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'est pas dit que les sociétés vont appliquer la totalité de cette hausse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un stock du mois dernier qui était beaucoup moins que ça, en fait, qu'ils ont acheté à un prix inférieur. Donc, à mon avis, je m'attends, et d'ailleurs, le ministère l'a bien précisé dans son communiqué, il a fait appel, et je précise, au sens patriotique, etc., des sociétés pétrolières. J'espère qu'ils entendront son appel et qu'ils tiendront compte et qu'effectivement, ils ne vont pas répercuter la totalité de la hausse, tenant compte qu'ils ont un stock précédent qu'ils avaient acheté à un prix inférieur. Oh, il y a les autres taxes de l'État, hein, il faut le rappeler. Il n'y a pas que le secteur privé, il y a aussi les taxes que perçoit l'État sur le litre d'essence qu'on achète. Mais ça c'est fixe. Il y a la TIC pour le gasoil qui est de 2,42 dirhams. Mais ça c'est fixe, on ne parle pas de ça. Les taxes sont là, sont figées. On parle effectivement uniquement de la partie variable qui concerne l'achat de produits à l'international. Mais si effectivement, si la tendance se confirme d'ici les 2 journées qui restent pour la cotation, on va être au maximum de dirhams à la pompe, que ce soit pour l'essence ou pour le diesel. S'il est à $90, si le baril passe à $120, à combien il faudra prévoir le litre? Au-delà de 15, entre 15 et 16 dirhams. On a déjà vécu ça en 2022, lors de la guerre d'Ukraine. On avait frôlé les 16 dirhams 50. Ça, c'était un pic. On n'a jamais vu ça. 16 dirhams 50, et à l'époque, vous vous rappelez, l'État avait mis un mécanisme pour aider le transport, etc. Mais c'était le pic. Mais on n'est pas encore, à l'époque déjà, le baril avait atteint $130 le baril. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Hier, on a frôlé parce qu'on est aux alentours de 120, mais ça redescend heureusement. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de $90. Donc ça reste encore aux alentours. À mon avis, ça ne va pas dépasser les 13 dirhams pour la prochaine augmentation. Merci, c'est Larbi Wasrine. Calvin Dark, justement, comment cette réalité économique peut rattraper les ambitions de l'administration Trump, notamment de l'intérieur, à la veille, il faut le rappeler, de ces midterms, de ces primaires. Oui, et ici à Washington, il y a des rumeurs, parce qu'on est entre familles, je peux partager des rumeurs des démocrates, parce qu'ils ont 2 cartes à jouer pour mettre la limite sur Donald Trump et aussi de vraiment changer la conversation jusqu'à le côté économique. Et les deux cartes, les 2 options, on sait que Donald Trump, il y a une semaine, il a viré le secrétaire de sécurité intérieure. Il a nommé le sénateur Mullen. Ça, c'est important parce que, en principe, normalement, il doit commencer la fin du mois. Mais il ne peut pas être confirmé sans le soutien des démocrates au Sénat. Alors, il y a des suggestions. Si ça continue, surtout les effets sur le marché du pétrole, peut-être les démocrates peuvent utiliser ça que condition dans les négociations. Deuxièmement, aux États-Unis, à la base de notre Constitution, comme je dis toujours, le président Donald Trump, il ne peut pas dépenser un seul dollar de Calvin Dark de mes impôts sans l'approbation du Congrès. Et il y a un moment où
le budget qu'il a pour le département de défense, il va avoir besoin de funding du Congrès. Et ça, c'est une autre opportunité pour les démocrates de mettre les conditions parce qu'ils peuvent le faire dans les projets de loi. Alors, je crois que ça, c'est ce qu'on voit. Mais je dis toujours avec les démocrates sont connus pour beaucoup de principes, rarement avec des plans. Alors, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, mais il y a aussi des rumeurs comme que le président américain serait cible de menaces de responsables iraniens. Et ça, c'est vraiment parce que c'est scandaleux. Ça va renforcer le soutien. Le soutien pour Donald Trump, pour cette guerre, ces menaces soutient ça parce que ici aux États-Unis, si on menace le président, même Donald Trump, républicain, démocrate, ça change la donne. Ça vraiment, ça va convertir la guerre en quelque chose de personnel. Alors, je crois que Donald Trump, il y a une conférence de presse avec le spokeswoman de Maison-Blanche où elle va adresser ces menaces. Et je sais, Donald Trump, il va en profiter parce que si il devient héros, il devient le président qui défend les États-Unis contre les menaces. Alors ça, c'est un facteur important. On verra bien, l'avenir nous le dira, l'avenir très proche, parce que de toute façon, on l'a vu aussi, les sorties du président américain, d'ailleurs on n'a pas commenté ce tacle qu'il a fait à son homologue turc hier pendant son grand oral au Congrès, mais ce sera pour une autre émission. Certainement cette semaine, nous reviendrons sur cette guerre en Iran. Merci encore une fois, professeur Boutaina Ben Salem, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous aussi, Calvin Dark, toujours un plaisir. Oui, merci beaucoup. Gardez les yeux et les oreilles bien ouverts pour nous, pour nous transmettre les rumeurs et les autres bruits à Washington. Et tout ça se passe derrière moi. Exact. Merci à vous aussi, Sila Albi Wasrine. Merci. On fera certainement le point après le 16 pour voir combien nous coûtera le plein. Avec plaisir. Merci Khadija. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne suite des programmes et excellente Torah à tous.